L'Antiquaire. Écrit et conté par Rafadam. Troisième et dernière partie. Le moins qu'on puisse dire du centre éducatif fermé de Hautefeuille, c'est qu'il n'était pas à la hauteur de sa mauvaise réputation. La dernière fouille remontait à 9 mois. Quelques barrettes de shit et une arme blanche introduites par l'un des mineurs, un dénommé Erwan, incarcéré dès lors dans le quartier pour mineurs de la prison de Carcassonne. Depuis, plus aucune fouille. L'enceinte était certes grillagée, mais on pouvait aisément l'escalader. On avait l'impression qu'elle était surtout là pour rassurer la population alentour, histoire de dire « Ne vous inquiétez pas, ils ne vous causeront aucun mal ». Maigre consolation. Peu importe qu'il y ait une enceinte ou pas, la création d'un CEF est rarement bien accueillie, voire jamais. Les gens ont peur d'avoir pour voisins des délinquants multirécidivistes, peur pour eux et pour leurs enfants. Et si l'un d'eux venait à s'échapper et croiser notre route, le fameux « et si ». Une peur d'autant plus forte que c'est facile de fuir. Et pourtant, le village de Hautefeuille n'avait déploré aucun incident depuis la création du CEF. Aucun. Quand on ne connaît pas, on prend peur. Voilà ce qu'aimait rappeler son directeur. Et il est vrai qu'au début, les habitants étaient réticents. Mais après, on s'y fait. Et puis, qui dit CEF, dit frais de fonctionnement, donc approvisionnement. Le boulanger, par exemple, était bien content de vendre des baguettes au CEF. Toutes les semaines. Ça faisait un complément de salaire non négligeable à la fin du mois. Et cerise sur le gâteau, on pouvait avoir un apprenti de temps à autre. Quant aux fenêtres des chambres du CEF, point de barreau. En un mot commençant, un centre éducatif fermé est avant tout un centre éducatif. Fermé, certes, mais relativement ouvert. Peut-être y avait-il encore en France des CEF à faire froid dans le dos, peut-être. Mais ce n'était pas le cas de celui-là. Et l'histoire pénitentiaire avait prouvé une chose, le répressif n'empêchait pas la récidive. Tandis que l'éducatif, c'était autre chose. En milieu ouvert ou semi-ouvert, on pouvait obtenir de bons résultats. Une idée qui faisait son chemin dans la justice pour mineurs, et qui finirait peut-être par révolutionner la justice tout court. La première fois qu'il posa le pied dans le CEF de Hautefeuille, Fred arborait un sourire narquois. Ce qui ne manqua pas d'agacer son directeur, Étienne Warou. On peut savoir ce qui te fait sourire comme ça? Je m'attendais pas à ça, c'est tout. C'est-à-dire? Bah ça, c'est une colo, votre truc. Pas exactement, non. Mais je préfère que tu le vois comme ça. Dites-moi, j'ai une question. Vous leur courez souvent après? Je vous demande pardon? Bah ça doit fuir toutes les semaines. Du coup, je me demande si vous les coursez, les gars. Non, ici on travaille sur la confiance. On est là pour vous aider, pas pour vous courir après. Si vous fuyez, c'est somme toute votre affaire. Fred ricana et posa sur la bibliothèque un regard à la fois dédaigneux et complexé. Tu n'es pas sans savoir que le garçon que tu as envoyé à l'hôpital est toujours dans le coma, n'est-ce pas? Le sourire de Fred s'effaça. Au fond de lui, il s'en voulait un peu. Il avait toujours joué au dur, mais là il sentait bien qu'il était allé un peu trop loin. Tu sais comment il s'appelle, je suppose? Ouais. C'est quoi son nom? Fred adressa à Warou un regard sévère. Il s'appelle Gerardo. Est-ce que tu veux que ça me foute comment il s'appelle? J'en ai à foutre que j'espère qu'il va se réveiller. J'espère qu'il va survivre parce qu'il a encore toute la vie devant lui, Fred. Comme toi. J'en ai à foutre qu'il a des parents qui ne peuvent plus fermer l'œil la nuit. J'en ai à foutre qu'il y a une mère qui pleure sans doute toutes les larmes de son corps en cet instant. Et pas qu'elle d'ailleurs. Madeleine, c'est bien le nom de sa copine. Le directeur chercha le regard de Fred. L'adolescent regardait au sol. Il mâchait son chewing-gum nerveusement. Et j'en ai aussi à foutre que si Gerardo se réveille pas, tu vas finir en prison. Cette fois, Fred releva la tête. Le directeur paraissait tout à fait sérieux. Au cours de ton séjour, on va te proposer des choses qui vont te sembler tout à fait chiantes, voire totalement inutiles. Comme par exemple mettre la table, ou participer à un atelier manuel. Ou encore reprendre les maths, élaborer un projet professionnel et t'entretenir avec un psychiatre. Fred posa son regard sur les emplois du temps personnalisés, placardés à un support en liège. Il eut une pointe de chaleur et se redressa. Il commença à se sentir oppressé. Envisager une fuite dès le premier soir. Soudain, il repensa à l'attitude étrange de Gerardo, puis au bracelet qu'il avait acheté à l'antiquaire. Dans le feu de l'action, il n'y avait pas prêté attention. Il avait simplement cru que Gerardo le provoquait. « Oh putain !» murmura-t-il tout en portant une main à son front. « Oh, ce n'est pas la mer à boire non plus. Mais c'est un programme que tu devras suivre à la lettre. Après, je te rassure, tu vas y prendre goût.
Et puis il y aura des sorties et des stages. T'auras des moments de détente, tu pourras aller à la salle de sport, ou chiller avec les autres, dans la salle de billard. Comme tu pourras le constater, on fait au mieux pour casser la routine. Tu comprends ? Fred n'écoutait plus. D'ordinaire, il aurait filtré l'information. Salle de billard, ok. Batte de billard, ok. Castagne. Mais là, il s'en voulait d'avoir été aussi impulsif, de ne pas avoir tilté plus tôt. Gérardo avait dû enfiler le bracelet. C'était maintenant une évidence. « Faut que je retourne au village », dit-il soudain. « Fred, rassieds-toi, s'il te plaît. Tu dois respecter la décision du magistrat et faire ton séjour. Le jeune délinquant s'apprêtait déjà à sortir. Si tu fais ça, c'est l'incarcération, Fred. Fauté est à 200 km d'ici. Il fera bientôt nuit. Par contre, si tu te comportes bien, tu pourras peut-être passer un week-end là-bas. Ouais, vous comprenez que dalle. Faut que je m'occupe de cet enculé. » Étienne Warou fit un signe de tête au surveillant qui se trouvait derrière Fred. David, un grand gabarit au tempérament calme. Fred ressentit un mélange de force et de bienveillance en le voyant. Le type avait un effet calmant. Mais Fred avait envie d'éclater quelque chose. Peut-être même David. Il hésita, puis d'un ton remarquablement mature, dit « Vous avez un sac de frappe ? Oui. David t'accompagne si tu veux. » Gérardo était inerte, entubé. Seul le bip des machines rompait le silence de la pièce aseptisée et blanche. Depuis la veille, son état avait empiré. Aucun contact n'était plus possible avec lui. Son électroencéphalogramme montrait quelques ondes diffuses, sans réaction aux stimuli extérieurs. Il portait toujours son bracelet. On avait voulu lui enlever, mais impossible, il était trop serré. « Laissez-lui », avait dit le médecin. « Ça n'est pas un problème. » Ses parents avaient déposé un sac d'affaires dans un coin. Ça aidait la mère à garder espoir. Comme ça, elle aura de quoi s'habiller quand il se réveillera, avait-elle dit. Ce à quoi le médecin n'avait rien répondu. Dans le meilleur des cas, Gérardo se réveillerait, on le nourrirait à la sonde, on lui bougerait les membres, on l'aiderait à reprendre sa motricité et son autonomie, et on espérait que son coma ne lui laisse aucune séquelle. Une infirmière passa furtivement devant sa chambre pour disparaître l'instant d'après. On entendit ses pas résonner sur le parquet bleu trop ciré. Il ouvrit les yeux et se mit sur son séant. Il ôta le tube dans sa bouche, puis posa 2 pieds à terre. Ses jambes engourdies flanchèrent, et il tomba lourdement au sol, sans gravité toutefois. L'infirmière dans le couloir se retourna. Elle aurait juré avoir entendu un bruit. Elle attendit quelques secondes, puis poursuivit sa ronde. Gérardo se traîna jusqu'à la chaise. Tout son esprit, sa volonté, son corps étaient tournés vers une seule et unique personne. Fred Donard. Il pouvait sentir sa présence, diffuse, lointaine, mais bien là. Comme une boussole interne qui indiquerait le nord, il se hissa sur la chaise, s'assit sur une fesse et ouvrit le sac. Il enfila un t-shirt et un jean par-dessus sa blouse d'hôpital. Les chaussettes lui donnèrent du fil à retordre, mais sa motricité était déjà presque totale quand il enfila sa première chaussure. Un rayonnement puissant émanait de son cœur et l'animait. Il se mit lentement debout, une main sur la chaise, vit que son équilibre revenait, puis ouvrit la fenêtre coulissante. Un vent léger s'engouffra dans la pièce. Un autre patient était allongé près de la porte. Il ne l'avait même pas remarqué. Un comateux, sauf que lui, ça faisait déjà 1 mois qu'il était comme ça. Il passa une première jambe. Son pied se posa sur un petit rebord en pierre. Il passa la 2e jambe, sans lâcher le muret des mains. Sur sa gauche, une gouttière assez large, qui avait l'air assez résistante. Il fit un bond et s'y agrippa comme il put. Il resta une fraction de seconde cramponné, puis commença à glisser de plus en plus vite. Le sol, 10 mètres plus bas, s'approchait à grande vitesse. Il sauta sur les derniers mètres et tomba au mieux dans le parterre de fleurs. On le vit faire une succession de roulades, emportant avec lui les tulipes. Il s'arrêta sur le gazon, se releva en boitant et se dépoussiéra un peu. Un lampadaire éclairait un parking réservé au personnel, quelques voitures et un grand scooter dans un coin. Il regarda autour de lui. C'était désert. On entendait le bruit du fleuve qui passait non loin. Son bracelet émettait maintenant des reflets dorés. Les flèches entremêlées semblaient animées. Il l'observa, puis alla vers le scooter. Il retira le capot, un simple boîtier en plastique, et y mit la main. Au contact du bracelet et du boîtier, les phares s'allumèrent, et le moteur se mit en marche.
Il ne le savait pas encore, mais ce vol de scooter aurait dû le conduire tout droit en prison. La suite prouva que non. D'un geste brusque, il souleva le siège. La fermeture céda et 2 casques apparurent. Il en prit un, l'enfila et enfourcha le scooter. Direction le CEF de Hautefeuille. Fred était de corvée au potager. Fallait préparer les légumes pour la prochaine saison. Ses journées étaient rythmées par des activités diverses et une frustration constante. Une envie constamment réfrénée de passer par-dessus le mur d'enceinte gagné par le lierre. Il était accroupi quand il entendit le scooter freiner brusquement. Il releva la tête et le vit à travers une porte grillagée. On ne voyait pas son visage à cause du casque. Il se leva lentement, regarda furtivement autour de lui et s'approcha de la grille. « Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo, du con ?» L'inconnu venait de mettre la béquille. Il s'approcha d'un pas décidé et monta au grillage. « Mais qu'est-ce que... » Fred fit un pas en arrière. Le conducteur ôta son casque. C'était Gérardo. Candide, souriant, heureux. « Putain, » dit Fred malgré lui. Gérardo le serra dans ses bras, si fort qu'il en eut le souffle coupé. « C'est bon, arrête. Hé, mais t'es ouf ou quoi, là ?» Fred le repoussa d'un coup de coude. Gérardo venait de l'embrasser dans le creux du cou. « Putain, faut qu'on se casse. Vas-y, passe devant. » Fred le poussa vers le grillage, tout en regardant ça et là si on les observait. Un éducateur parlait à un autre pensionnaire dans un coin du jardin. Il se retourna et les vit. « Oh putain, fais-moi la courte échelle. » Gérardo obéit et l'aida à gravir le grillage. L'éducateur tenta vainement de les raisonner. Gérardo commença son ascension. Il était plus habile, plus rapide et plus déterminé. Fred, lui, était déjà sur le scooter. Il ôta la béquille et peina à maintenir le bolide en place. Il avait déjà conduit un scooter, mais pas aussi grand. « Allez, monte, dépêche !» Gérardo se cramponna à lui par la taille. C'était gênant, mais dans le feu de l'action, Fred n'y prêta pas attention. Il accéléra, le scooter partit vers le mur, il rectifia le tir et put s'éloigner à vive allure. Les aisselles en sueur et le corps épris de liberté. L'éducateur, lui, manqua de se prendre les pieds dans le transplantoir laissé par Fred. Il posa ses mains sur le grillage et les vit disparaître sur la petite route de campagne. Il entendit Fred crier sa joie. Yeah! Et eut un pincement au cœur. Le scooter gagna bientôt la départementale qui passait par la forêt de Rambois. Fred freina et vint se garer sur le bas-côté. « Descends et suis-moi !» Gérardo le suivit docilement jusqu'à un talus en pente. Ils marchèrent sur une centaine de mètres jusqu'à une large rivière. « Viens par ici. Ôte ton bracelet et donne-le-moi. » Gérardo eut un moment d'hésitation, mais l'être aimé venait d'ordonner, et à l'être aimé il convenait d'obéir. Et là où les infirmiers avaient échoué, Gérardo ôta son bracelet sans le moindre effort. Le métal se desserra au point de devenir plus large que sa propre main. La lueur dans ses yeux disparut, il fronça les sourcils et vacilla sur ses jambes. Il avait la tête qui tournait. Fred l'aida à s'asseoir, à même le sol couvert d'herbes grasses. Puis il prit le bracelet et le jeta dans le torrent. « Qu'est-ce qu'on fait là ?» dit Gérardo, le regard hagard. « Faut qu'on aille au village. J'ai fait une connerie. Faut que tu ailles voir Madeleine, toi. »« Madeleine ? Non, Madeleine !» Il l'avait violemment repoussée. Il s'en rappelait vaguement maintenant. Après ça, il se rappelait de pas grand-chose. C'était plutôt le néant. Fred lui tendit la main. « Suis-moi, je vais t'expliquer en route. » Il l'aida à se relever et le soutint par le torse. Gérardo pouvait à peine marcher désormais. Sa cheville avait doublé de volume et la douleur remontait dans sa jambe. Officiellement, M. Chambiche avait voulu prendre des nouvelles du maire. Il l'avait accompagné jusqu'à chez lui, l'avait aidé à s'installer dans le sofa du bureau avant de lui préparer une bassine d'eau et de glaçons. « Je devrais vous accompagner à l'hôpital », avait dit Chambiche. « Vous avez peut-être le pied cassé. »« Non, s'il était cassé, je le saurais. Ça va déjà mieux. Donnez-moi le sac que vous voyez là. » Chambiche lui avait donné un sac en tissu que le maire avait rempli de quelques pièces d'or. « Voilà pour vos bons services. » Chambiche l'avait pris, Dupré avait opposé une petite résistance et ajouté d'un ton à faire froid dans le dos. « Soyez discret, ça vaudrait mieux pour nous deux. » Depuis, Chambiche n'en dormait plus. Il avait bien vu la folie dans les yeux du maire. Tout chez lui indiquait qu'il était possédé par son or. Sans s'en rendre compte, Chambiche avait attiré lui aussi quelques convoitises.
Isma avait tenté de sensibiliser les villageois, mais la rumeur sur le coffre déchaînait déjà les passions. Au bar du village et dans les autres villages, la rumeur avait grandi. On était venu interroger Chambiche, mais il avait rien voulu dire. Alors certains étaient allés voir l'antiquaire pour lui demander. Et il avait écrit ces mots sur un calepin. À chaque fois que le coffre passe d'un propriétaire à l'autre, il se remplit d'or. Ce qui donna quelques idées aux uns et aux autres. « Oh, s'il vient me confier son coffre, » avait même déclaré l'un d'eux après avoir bien bu, « je peux vous dire que je vais pas lui rendre. Ça non, ce petit bourgeois a déjà assez d'argent comme ça. » Et ce même homme, Martin de son prénom, était allé demander à l'antiquaire s'il n'avait pas un objet du même genre. Ce à quoi l'antiquaire avait répondu par un grand sourire, avant de l'inviter à signer le registre. Les ventes allaient bon train désormais. La mère d'Isma, elle, avait eu vent de l'histoire. Elle était allée voir l'antiquaire pour lui dire qu'elle ne l'aimait pas beaucoup, qu'elle lisait dans son petit jeu, et que c'était bien bas de jouer sur l'espoir des petites gens qui n'ont rien. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Quant au père Perrault, il campait sur sa position. L'antiquaire n'y était pour rien. Seule l'imagination et l'avarice des hommes étaient en cause. Ce soir-là, Chambiche prit sa voiture au milieu de la nuit. « Il faut que j'aille voir si Dupré va bien », se disait-il sans se rendre compte qu'il se mentait à lui-même. Il aurait tout aussi bien pu l'appeler, et à une heure décente, pas au milieu de la nuit. Chambiche était déjà sous le charme de l'or impur. Lui aussi avait le droit à sa part du gâteau, non? Pourquoi le maire aurait-il tout pour lui? Il pressa la pédale d'accélérateur. Devant chez Dupré, il freina brusquement. Le maire habitait une grande maison, entourée d'un jardin et d'une belle enceinte, quoique un peu basse. Monsieur Tadas, son voisin d'en face, avait le sommeil léger, depuis toujours. Aussi alla-t-il à la fenêtre voir celui qui venait de déraper. Il vit une voiture en plein milieu de la rue, le moteur allumé. Un homme regardait par les interstices du portail. Il le vit rôder aux abords de la grille, regardait autour, sans doute pour vérifier que personne l'observait. Monsieur Tadas se blottit contre son rideau et attendit avant de repasser une tête. Chambiche escaladait le muret. Il disparut derrière l'enceinte. Monsieur Tadas se traîna jusqu'à son combiné et appela un numéro familier. La maison de Dupré paraissait endormie. Tout était éteint et tous les stores étaient abaissés. Il gravit les premières marches de l'escalier en bois blanc avec pour seule lumière les lampadaires de la rue et la lune, ronde ce soir-là. Les marches craquèrent sous ses pas lourds. Il arriva sur le palier et sentit son pouce emballé. La porte d'entrée avait été forcée. « Monsieur Dupré !» dit-il à voix basse. Il poussa la porte, qui s'ouvrit en grand, chercha l'interrupteur en tâtonnant et finit par allumer. Il ne vit qu'un couloir tapissé, terminé par un escalier en colimaçon. Il s'avança jusqu'à une belle commode en bois sombre surmontée d'un miroir. Sur sa gauche, il y avait une grande pièce. Il alluma l'interrupteur, fut d'abord attiré par le lustre imposant, puis posa son regard sur un verre brisé et une bouteille de vin renversée. Il longea le canapé, vit 2 pieds étendus au sol. Et bientôt, le corps étendu du maire, les yeux grands ouverts, le teint blême. Une tache rouge et généreuse imbibait sa chemise blanche au niveau du foie. Chambiche se cramponna au canapé. Il n'osait plus bouger. « Oh merde !» dit-il entre ses lèvres. Par réflexe, il regarda au sol pour voir s'il n'y avait pas quelques écus, mais il savait qu'ils avaient déjà tout pris. Le bruit avait couru et fait son œuvre. Dupré avait attiré à lui la convoitise. Il alla vers le combiné, il fallait appeler la police au plus vite. Mais il n'en fit rien, c'était plus fort que lui. Il se mit accroupi pour regarder sous le canapé. Il souleva les coussins, regarda dans les tiroirs, déplaça des tableaux et chercha vainement une trace du coffre et de son précieux contenu. Dans sa recherche obstinée, il n'entendit pas tout de suite qu'on venait de franchir le seuil de la porte d'entrée. Il ne s'arrêta qu'en entendant Anouk Célestin dire « Plus un geste. Levez lentement vos mains en l'air et tournez-vous vers moi. Voilà, comme ça. » Thomas Toby lui passa les menottes. Le stress était devenu intolérable pour Isma. Il alla toquer à la porte de sa sœur. Il fallait qu'il lui parle, qu'il lui fasse part de son plan. Sans réponse de sa part, il se décida à ouvrir. « Madeleine, tu fais une sieste ?» Les rideaux dansaient sous l'effet du vent. Un lit défait, un bureau vide. Il eut soudain une prémonition et se précipita vers la fenêtre. La porte dans le fond du jardin était ouverte. On voyait la colline derrière et le coucher de soleil. Il enjamba la fenêtre et passa par le toit comme sa sœur avant lui. Combien de fois son père ne leur avait-il pas dit de ne pas faire ça? Entre l'angle du toit et le mur de pierre, il n'y avait pas 1 mètre. Il y sauta
les bras écartés pour garder l'équilibre. Il sauta ensuite dans l'herbe grasse et longea le mur le dos courbé. Il voulait éviter d'attirer l'attention des parents. Arrivé au bout du jardin, il referma la porte et s'enfonça dans le champ. Le terrain montait un peu, puis redescendait de façon abrupte pour déboucher sur un pré et un champ immense en son centre. Non loin, le cheval noir de l'antiquaire broutait. Elle était là, assise au pied du grand arbre. De là où il était, il ne voyait qu'une silhouette. Il dévala la pente. Quand il fut assez proche, il vit une jeune fille ivre et à moitié endormie. Elle tenait une bouteille de rhum dans la main gauche et une boîte de cachet dans la droite. Il se précipita à ses côtés et lui ôta l'alcool sans effort. Il prit alors la boîte et vit qu'il s'agissait de somnifères. Elle était presque vide. « Madeleine, combien t'en as pris ?» Elle regardait le sol de terre et de paille hébété. Des larmes avaient coulé et creusé une rigole sur son visage recouvert d'une fine poussière. « Madeleine, réponds-moi !» Elle daigna relever la tête. Ses yeux implorants laissaient entendre que plus rien n'avait de sens. Elle tremblotait encore à cause des sanglots qu'il avait secoués quelques minutes plus tôt. À la voir ainsi, il eut une pique au cœur. « T'as avalé un somnifère ?» Elle secoua la tête pour dire non. Il en fut soulagé, bien que ce soulagement disparut aussitôt, englouti par la rage qui montait en lui. Comme une vase qui se tasse au fond, mais qui finit par déborder le cas échéant. Cette rage avait même éclipsé la culpabilité qu'il avait ressentie en voyant Lebrun disparaître. Oui, il avait brisé le miroir, mais c'était l'antiquaire le responsable. Il s'assit à ses côtés et la ramena à lui. Elle se mit à pleurer, harassée par une succession de nuits blanches, partagée entre l'espoir de voir Gérardo s'éveiller, mais blessée par son geste. Ne l'avait-il pas repoussé ? Était-ce seulement dû au bracelet, dont elle avait du mal à concevoir qu'il puisse changer un homme ? Elle était confuse, désemparée au point de vouloir sauter la cervelle et se priver de toute pensée. « C'est pas ta faute, » murmura-t-il. « C'est l'antiquaire. C'est lui qui cause tous nos malheurs. » Il jeta la bouteille et les cachets loin d'eux, et ils restèrent là, à attendre la nuit. Les oiseaux paraissaient tout à fait indifférents à leur sort, tout comme le vent dans les arbres du bois. Seuls les chevaux comprenaient. Ils évitaient soigneusement l'étalon noir. Parfois, un mâle fougueux s'approchait, mais jamais à moins d'une quinzaine de mètres. Le cheval de l'antiquaire était effrayant. Au loin, on entendit un bruit de moteur. Une moto, ou peut-être un scooter assez puissant. Isma repoussa doucement la tête de sa sœur qui avait fini par s'assoupir, épuisée par l'émotion et la privation de sommeil. Il se releva et courut vers la route en se dépoussiérant. Il fallait qu'il les dissuade d'approcher l'antiquaire, qu'il leur dise de retourner d'où ils venaient. Il se mit en travers de la route. C'était un scooter, avec 2 passagers. Ils arrivaient vite. Trop vite. Il se mit à agiter les bras tout en sautant. « Stop! Stop! Arrêtez-vous » Ils le virent, décélérèrent, jusqu'à parvenir à sa hauteur. Le conducteur remonta sa visière le premier. « Putain, ma parole, t'es con! J'aurais pu t'écraser! Isma !» intervint Gérardo, déjà un pied à terre. « Où est Madeleine? Elle va bien ?» Isma ne répondit rien. Il se contenta de tendre le bras en direction du chêne. Il crut pendant un instant halluciné. Gérardo hors du coma, Fred hors du CEF, tous deux sur un scooter comme 2 vieilles connaissances. Hallucinant. « Je vais aller m'occuper de cet enculé », dit soudain Fred en rabaissant sa visière. Isma sortit de sa torpeur et posa une main sur le capot. « Attends, j'ai un plan. Gare-toi et suis-moi, viens. » Madeleine avait cru entendre Fred. Elle se leva péniblement et vit un jeune homme courir vers elle en boitant, dans une lumière crépusculaire. Sa vue était floutée et tremblante. Elle ne comprit pas tout de suite que c'était lui. Il la prit dans ses bras, lui demanda pardon, lui promit de ne plus jamais l'abandonner ou de céder à la jalousie. Elle posa une main sur ses lèvres pour le faire taire et ramena son visage à elle. Cette fois, elle le vit plus ou moins distinctement et le serra à l'en étouffer. « Il faut mettre le feu au local », dit Isma sans égard pour ses retrouvailles, ce qui incommoda même Fred. « Faut tout détruire. Faut tout réduire en cendres. Tous les objets. Et le registre surtout. » Gérardo tenta de se redresser, mais Madeleine se cramponnait à lui. « Vaut mieux qu'on prévienne la police, » parvint-il à dire. « Non, non, non. Les flics sont venus, et ils ont rien fait. Ils ne comprennent pas le danger. Sans preuve, ils ne feront rien.
Madeleine lâcha un peu prise et dit tout d'un coup, presque sans ivresse dans la voix. « Il est venu dans notre jardin. Il a laissé un mot sur ma fenêtre. Un remède pour oublier l'être aimé. Et t'as gardé le papier ?» demanda Gérardo. « Non. De toute manière, qu'est-ce que ça aurait changé? Isma a raison. La police ne nous croira jamais. »« Ouais, » ajouta Isma. « C'est tout juste s'il me suspecte pas pour le brin. Mais j'ai bien vu ce que j'ai vu. »« Et qu'est-ce que t'as vu ?» dit Fred. Isma n'osa d'abord pas répondre. Ils restèrent dans l'expectative. « Ah, je suis pas fou. Vous le savez, vous me connaissez. Je vous jure que j'ai fait que briser son miroir. Il était devenu fou. Je voulais juste l'aider. Alors j'ai brisé le miroir. Et il s'est évanoui sous mes yeux. Il a pourri instantanément. Comme une putréfaction, en accéléré. » Les autres n'osaient rien dire. Mais ils avaient bien vu les conséquences désastreuses du bracelet. Quant à Isma, il ne paraissait pas mentir. « Il n'est pas d'ici », ajouta Isma désormais sûr de lui. « Il est d'ailleurs. Il ne dort pas, il mange pas. Sa boutique est ouverte jour et nuit. Aucun homme ne fait ça. »« Ok mec, du calme !» s'exclama Fred. « Qu'est-ce qu'on attend pour lui faire sa fête ?»« Non, faut être plus malin. Ok, voilà mon plan. Madeleine, tu vas entrer en faisant semblant d'être au bord du gouffre. Tu vas lui dire que tu veux arrêter de souffrir pour Gérardo. Toi, Gérardo, faut pas qu'il te voie. Faut qu'il te croie encore dans le coma. En plus, tu boites. S'il fallait déguerpir en vitesse, tu pourrais pas. » Ils s'approchèrent pour mieux écouter, concentrés. Ok. Pendant que Madeleine lui demande le remède qu'il a voulu lui refourguer, Fred et moi, on se faufile à l'intérieur. Et on asperge les allées et les objets de White Spirit. Mon père a des bouteilles dans le garage. Isma avait ruminé son plan. Il semblait infaillible maintenant qu'il l'exposait aux autres. Le plus important, c'est le registre. J'ai l'intuition que c'est grâce à lui qu'il scelle ses pactes, que les objets deviennent maléfiques. Si tu signes, t'es condamné. Fred eut un peu froid dans le dos. Isma se tourna vers lui. « Mais t'inquiète, on va le détruire. Et pour être sûr que ce soit le cas, je vais le subtiliser avant que Madeleine ait eu le temps de signer. »« Putain, faudrait être rapide, » dit Fred. « Il a l'air habile. Ah, je voulais pas signer, putain. Madeleine, écoute-moi. Dès qu'il t'invite à signer, tu fais volte-face et tu cours vers la sortie. Fred et moi, on mettra le feu avec un briquet et un allume-gaz. Ensuite, on se retrouve tous ici, d'accord ? C'est pas une bonne idée, dit Gérardo. Je veux dire, vous allez mettre le feu à sa boutique comme ça. Et avec lui à l'intérieur ? On n'a pas le choix. Isma a raison. Ce mec nous a mis dans la merde depuis qu'il est là. Et tout en disant cela, Fred se rendit compte qu'il aurait tout aussi bien pu parler pour lui. T'inquiète pas, Gérardo, dit Isma. Dès qu'il verra les flammes, il sortira. Il va pas rester dedans. Ah, je sais pas, je le sens pas. Ah, écoute, on n'a qu'à voter, dit Isma pour expédier le débat. Qui vote pour qu'on brûle le local ? Fred et Isma levèrent la main sans hésiter. Madeleine, plus timidement, mais tout de même. Mais regarde ce qu'il nous a fait, dit Fred. Pense au bracelet que t'as enfilé. T'as pas besoin d'en savoir plus pour comprendre que ce mec est un danger. C'est un vendeur de problèmes. Il vend la mort, surenchérit Isma au nom de Lebrun. Il joue avec nos tentations. Quiconque lui achète l'une de ses antiquités finit mal. On doit l'arrêter. Fred fronça les sourcils en voyant le cheval noir. Il avait cessé de brouter et semblait les écouter. Putain, ce cheval me fout la gerbe, dit Fred. Fred, qu'est-ce que tu fous ? Dit Isma. T'inquiète, relax. Si on va brûler ses objets, il aura plus besoin de son cheval. Fred, ne fais pas ça sert à rien, dit Madeleine. Ouais, ça sert à rien, dit Gérardo. La pauvre bête ne t'a rien fait. Mais il n'écouta guère. Il commença par faire de grands gestes pour effrayer l'animal. Le cheval, fier et dressé, attendit sans flancher. On ne voyait pas ses yeux cachés derrière ses poils épais. « Va-t'en, sale bête ! Allez, ya ! Dégage !» Il prit un bâton qu'il y avait là et frappa le sol pour l'effrayer. « Fred, arrête !» renchérit Isma qui s'apprêtait à le retenir par le col. Mais avant qu'il ait pu faire un pas vers lui, le cheval s'élança sur Fred. Le jeune tenta de l'esquiver, frappa dans le vide et sentit une morsure puissante au bras droit. « Fred !» s'écria Isma, retenue par sa sœur, elle-même retenue par Gérardo. Impuissant,
Ils virent le cheval partir au galop en direction du bois. Ils traînaient Fred par le bras. L'animal démoniaque sauta sans effort par-dessus les fils électriques. Le corps désarticulé de Fred suivit comme une poupée de chiffon. Ils disparurent dans le bois et la nuit naissante. On entendit un cri, plus strident que les autres, puis plus rien. Tétanisés par l'effroi, Madeleine et Gerardo se serraient l'un contre l'autre. Isma avait les yeux rivés sur le bois. « Faut qu'on aille l'aider !» parvint à dire Gerardo. « Non, c'est trop tard. Mais on doit pouvoir faire quelque chose !»« Non, non. Ceux qui signent sont condamnés, je te l'ai dit !» Fred a signé. Ils restèrent dans le pré un long moment, jusqu'à ce que la stupeur se dissipe enfin, et que la volonté d'en finir regagne leur cœur. Isma regarda son réveil. Minuit moins 5. Ses parents dormaient, tout comme la plupart des villageois. On avait entendu des choses dans la région, des gens qui disparaissent, des accidents terribles, comme ce jeune retraité qui s'était brûlé les yeux en regardant son luminaire sans discontinuer, ou Monsieur Dupré, retrouvé mort dans son salon, et tant d'autres gens qui avaient eu le malheur de passer par Fautet et sa boutique pittoresque. La peur avait gagné la campagne, et même les habitués du comptoir étaient devenus casaniers. Sans qu'on s'en rende bien compte, le village s'était éteint. On avait tendance à parler à voix basse. Isma descendit les marches en bois sur la pointe des pieds, tout en repensant au malheur qui s'était abattu sur Fautet, son village de toujours. Rien ne l'aurait arrêté. Il fallait venger Lebrun et tous les autres. Dans un sac à dos, il mit l'allume-gaz, 2 briquets, des allumettes et 2 bouteilles pleines de white spirit. Et il fut convenu que Gerardo resterait caché entre 2 mottes de foin. Madeleine lui apporta de quoi boire et manger, ainsi qu'une couverture, car même à cette époque de l'année, les nuits pouvaient être froides. « Je veux pas que t'y ailles, » lui dit Gerardo. « Allons-nous-en d'ici. Faut que j'aide Isma. Il a raison. Si on ne l'arrête pas, c'est tout notre village qui va y passer. » Elle finit par l'embrasser tendrement sur le front. En lâchant sa main, il eut la désagréable sensation qu'il venait de la perdre. Il pria le ciel de la protéger, lui qui n'était pas croyant. Mais après tout, les miracles existent. Lui-même, au sortir de son coma, en était la preuve. Madeleine remonta le pré à toute hâte. La lune était pleine, le ciel sans nuages. À une autre époque de l'année, c'eût été une belle nuit. Elle arriva au village par la grande route et commença à tituber dès qu'elle aperçut la première maison. Elle but un peu au goulot, pas tant pour simuler l'ivresse, sinon pour se donner du courage. Il fallait être convaincante. La meilleure comédienne que la terre ait portée. Elle le vit, assis sur sa chaise devant son hangar. Elle fit mine de l'ignorer, s'éloigna vers sa maison, puis s'arrêta au milieu de la rue, comme prise d'un doute. Isma attendait derrière la porte d'entrée. Il regardait dans le Judas. Elle allait chercher au fond d'elle la tristesse et le désespoir dont elle avait souffert des jours durant. Elle se retourna et alla jusqu'à l'antiquaire d'un pas hésitant. « Le remède ? Donne-moi ce remède. » Il la dévisagea et chercha dans son expression une faille, un mensonge. « Aidez-moi s'il vous plaît. Je ne veux plus souffrir. » Il sentit sa tristesse, car elle souffrait réellement, non pas pour Gerardo, sain et sauf, mais pour son village, et pour ce qu'il leur avait fait. Il se mit à sourire, et on aurait su dire ce qui se cachait derrière ce sourire. Il prit les devants et l'invita à entrer d'un geste de la main. Seule l'allée centrale était éclairée par une lampe et quelques guirlandes lumineuses au sol. On eût dit une piste d'atterrissage. Isma attendit, puis sortit. Sur la pointe des pieds et à toute vitesse, il traversa la rue en faisant un petit détour. Il alla jusqu'au mur, le longea, puis passa une tête à l'intérieur. Madeleine traînait la jambe, volontairement. Elle essayait de gagner du temps. Il aspergea la porte de White Spirit, entra furtivement et alla se cacher derrière une série d'amphores grecques. Il progressa dans la pénombre tout en laissant derrière lui un sillage de liquide inflammable. Il progressait rapidement, s'arrêtait pour regarder entre 2 antiquités, puis reprenait son œuvre. L'antiquaire venait de donner un petit flacon à Madeleine. Elle le tenait dans la paume de sa main et feignait de l'observer. Isma pressa le pas pour arriver jusqu'à la table du registre.
Dans l'allée centrale, l'antiquaire était de dos. Il semblait écrire sur le calepin. « Comment suis-je sûr que ça marchera ?» dit Madeleine pour meubler. Isma en profita pour prendre le registre sous son bras droit. Il pesait lourd, mais il parvint à rejoindre l'aile opposée, la tête baissée et l'échine courbée. Madeleine le vit passer du coin de l'œil, mais elle conserva son calme et ne détourna pas le regard pour autant. Elle tendit immédiatement le remède à l'antiquaire pour garder son attention sur elle. « Je ne sais pas. Je suis perdu. Je ne suis pas sûr d'être intéressé. Vous ne m'avez pas convaincu. » Elle fit un pas en arrière, en direction de la sortie. Isma tenait la bouteille de White Spirit dans sa main gauche. Il la vida discrètement tout en remontant l'allée, passa au niveau de l'antiquaire et poursuivit son chemin jusqu'à la porte de sortie. Il attendit derrière une commode, le registre à ses pieds, l'allume-gaz dans une main, le briquet dans l'autre. Une goutte de sueur tomba de son front et vint s'écraser au sol. L'antiquaire tenta de retenir Madeleine, de l'inviter à signer. Mais il s'arrêta dans son élan et huma l'air. Ça sentait fort. Sans hésiter, Isma mit le feu à la petite flaque inflammable qu'il y avait là et sortit du local comme une ombre. Le White Spirit s'embrasa dans l'instant et la flamme suivit le filet laissé en chemin, prit un premier embranchement, gagna un premier meuble en bois, puis une statuette. En quelques secondes, ce fut toute la rangée d'objets qui prit feu. Bientôt, les flammes suivraient un chemin tout tracé au sol, gagneraient la table du pacte et consumeraient l'autre rangée d'antiquités. Madeleine remontait déjà l'allée en courant. Isma attendait dehors, le registre entre les bras, le dos contre l'un des murs extérieurs. Sur sa droite, le portail grand ouvert et les effets lumineux des premières flammes. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Bon sang, qu'est-ce qu'elle fait? Impossible d'attendre davantage. Isma passa une tête pour voir l'intérieur. Et là, il la vit. Elle tentait de se libérer, mais l'antiquaire la tenait fermement par le bras. Les jambes de l'homme vil paraissaient ancrées au sol comme les racines d'un arbre. Il finira bien par sortir, pensa d'abord Isma en voyant les flammes gagner la seconde allée. « Lâchez-moi » criait Madeleine. « Ah, vous me faites mal !» Le cri de sa sœur fut comme un déclic. Il lâcha le registre et courut dans leur direction. Mais avant qu'il ait pu faire 3 mètres, une onde de choc le projeta en arrière. Il atterrit lourdement dans la rue. Un peu sonné par le choc, il se leva péniblement. Une lumière venait de jaillir de l'une des fenêtres. « Lâche-la » s'écria Isma tout en se relevant péniblement. Encerclée par les flammes, Madeleine poussa un cri d'effroi et se blottit contre l'antiquaire, bien malgré elle. « Te voilà maître du registre, Isma » dit soudain l'antiquaire qu'on avait cru muet. « Mais le registre a un prix. Pas une simple signature. Un prix très spécial. » La voix de l'antiquaire venait de sombrer dans les tons graves. Isma plissait les yeux à cause de la chaleur, de la fumée et des flammes qui gagnaient l'une des portes du hangar. Il fit un pas en arrière. Son courage venait de fondre comme une noisette de beurre dans un micro-ondes. « Par pitié !» dit enfin Isma, des larmes dans la voix. « Laissez-la, je vous en prie. Tenez le registre, reprenez-le. » L'adolescent voulut reprendre le livre, le lui rendre, mais l'antiquaire était déjà entouré par les flammes. Il tenait sa sœur, inconsciente, dans les bras. Les portes du hangar se refermèrent d'un coup et s'embrasèrent totalement. Il se rua vers la porte, frappa du poing et hurla de douleur au contact du bois ardent. Il recula, impuissant, buta contre le registre et tomba en arrière. Une minuscule vitre qui servait d'aération explosa et des flammes en sortirent. On ressentit un tremblement de terre, suivi d'un souffle prodigieux qui partit dans toutes les directions. Le toit prit feu. « Au feu !» cria un voisin sur son palier. « Le local de l'antiquaire est en flammes !» Au bord de la syncope, Isma prit le registre au sol et s'éloigna en vacillant. Il était en sueur à cause des flammes ardentes. Qu'avait-il vu à l'intérieur? Sa sœur semblait être portée par un monstre. « J'appelle les pompiers !» cria le père d'Isma, sorti à son tour. Bientôt tout le village fut là, à bonne distance du feu infernal. Beaucoup sentirent un immense soulagement. « Isma, recule !» lui dit sa mère. « T'es trop près !» Mais il n'entendait plus les sons autour. Le monde venait de s'effondrer. Il était accroupi, le registre serré contre lui, les yeux grands ouverts et la tête secouée par des spasmes incessants. Sa mère posa une main ferme sur son col. Le t-shirt d'Isma paraissait tout droit sorti du sèche-linge, tellement il était chaud. « Viens par là !» Il l'a prise, murmura-t-il. Et tout en disant cela, il réalisa qu'il venait de perdre sa sœur. Il voulut se défaire du registre,
mais il sentait déjà son emprise sur lui. Sans lâcher l'objet, il courut vers les flammes. Par réflexe, sa mère le plaqua par les jambes. Le père Perrault, à peine remis de son agression, vint en renfort. D'autres villageois aidèrent à immobiliser Isma au sol. Non, n'avait-il de cesse de crier. Des cris de rage mêlés d'une profonde tristesse, d'un profond abattement. « Madeleine !» finit-il par dire. « Rends-la-moi !» Sa mère tressaillit. Malgré la chaleur ambiante, un souffle froid parcourut son échine. Elle regarda en direction des flammes, et sans qu'on eût besoin d'expliquer quoi que ce soit, elle comprit. On dut la retenir à son tour. Le père, au téléphone, venait de raccrocher. La caserne la plus proche envoyait déjà un camion. On put voir l'inquiétude décomposer son visage. Il ne vit d'abord qu'une masse compacte de villageois, puis au milieu, sa femme, agenouillée au sol, soutenue par 2 femmes qui pleuraient avec elle. L'attente était devenue insoutenable. Gérardo s'était rendu au village. « Ah, ils l'ont fait !» pensa-t-il en voyant le local en flammes. Puis Isma à genoux. Sa mère était à ses côtés. Elle frappait son fils sans toutefois lui faire vraiment mal. Le père, lui, cherchait toujours sa fille dans toute la maison. Il n'envisageait pas encore le pire. Gérardo regarda les flammes. Elle ne laissait personne s'approcher à moins de 20 mètres. Il hésita, puis alla jusqu'à Isma en boitant. La mère gémissait désormais. Il prit le visage d'Isma dans ses mains et le ramena à lui. « Isma, où est Madeleine ? Isma, réponds !» Il dit quelque chose, mais les pleurs de la foule couvraient son murmure. Alors il désigna le feu. Horrifié, Gérardo le repoussa d'un geste violent, tout en secouant la tête de gauche à droite. « Non !» dit-il en faisant volte-face. Il porta ses 2 mains à sa tête et s'effondra. Il est des choses qu'il est maladroit de décrire, pour la simple raison que même ceux qui la vivent ne trouvent pas les mots. C'est en voyant Gérardo s'effondrer que le père comprit qu'il venait de perdre sa fille. Il posa une main sur son cœur fragile et s'assit à même le banc en pierre. Au loin, on entendait déjà les sirènes des pompiers. Isma les entendait entre 2 murmures, comme des paroles susurrées dans le vent. « Maintenant, lève-toi, jeune antiquaire, et marche vers ton destin. » Isma obéit. Toutes les ventes archivées dans le registre défilaient sous ses yeux. Édouard Dupré, le maire, d'abord sceptique à la vue du coffre, qui finit par accepter l'offre de l'antiquaire. Isma le voyait aller d'un voisinage à l'autre, confier son coffre pour qu'il se remplisse d'or. D'abord à sa propre mère, pas encore morte, puis aux autres, et à Chambiche. Ses richesses grandissaient tout autant que la convoitise. Isma voyait tout défiler comme au cinéma. Le cambriolage de Dupré, les 2 coups de couteau qu'il avait reçus, l'avidité qui avait gagné Chambiche pris en flagrant délit, mais qui finirait par être relâché. Isma voyait aussi Lebrun, son reflet rajeuni dans le miroir, et sa femme, Hélène, sortie du miroir comme un fantôme du passé. Il pouvait ressentir la joie de Lebrun, cette joie artificielle. Il pouvait aussi sentir les asticots gigoter dans sa gorge. Et puis, le bracelet de Fred, l'aveuglement prodigieux des âmes qu'il touchait. De Fred, il ne restait que quelques bouts de chair dans le bois, le reste ayant été englouti par la bête. Isma avait le don de voyance. Il pouvait voir plus loin encore, remonter le fil des siècles, consulter toutes les archives qu'il venait d'hériter. Il se sentit pâlir, comme s'il n'était déjà plus de ce monde. Il se releva doucement, embrassa sa mère sur le front et adressa à son père un dernier regard. Tout Fautel le vit. Ils le virent tous s'éloigner par la route de campagne. Les pompiers combattirent le feu toute la nuit. Au petit matin, le local n'était plus qu'un tas de poutres noires et de décombres fumants. On ne retrouva qu'un seul corps carbonisé. Recroquevillée sur elle-même, elle tenait un petit flacon dans sa main gauche. Ce fut Anouk Célestin qui donna aux parents les résultats du labo. Le père avait gardé un infime espoir. Il imaginait encore que sa fille n'était pas à l'intérieur au moment de l'incendie, ou qu'elle s'était échappée par une porte de sortie, qu'elle allait revenir dans leur vie, qu'on la verrait jouer au burraco avec Olga, que Fred l'emmerderait. Alors, quand il comprit pour de bon, sa femme, déjà rompue aux larmes, dut le soutenir. « Ma petite fille !» dit-il avant de se laisser tomber. L'agent Célestin n'eut même pas la force de lui dire qu'elle était désolée.
et encore moins la force de promettre qu'on retrouverait le salopard qui avait tué sa fille. Non seulement M. Asmadon était introuvable, comme le brun, mais son identité n'apparaissait dans aucun registre officiel, pas même sur Internet. Pourtant Anouk avait bien vu son passeport et sa documentation. L'agent Toby aussi. Oh, elle s'en voulait, car il ne faisait aucun doute qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre dans les drames survenus en quelques jours dans toute la région. Au vu des circonstances, le juge fut indulgent avec Gérardo, déjà détruit par la perte de Madeleine. Envoyer le jeune homme tout juste majeur en prison c'eût été l'exécuter. Et parce que son casier judiciaire était vierge, qu'il reconnut avoir volé le scooter, sans pour autant être en pleine possession de ses moyens, et que le vol ne fut aggravé par aucune violence, il écopa d'une amende, payée par sa famille, et de travaux d'intérêt généraux. Jamais plus il ne remit les pieds à Fauteuil. Il coupa totalement les ponts avec les habitants. Quant à Isma, il était introuvable. On lança un avis de recherche, mais rien. Personne ne l'avait vu, à des kilomètres à la ronde. Épilogue. 13 ans avaient passé. Le père d'Isma sirotait une limonade sur sa chaise longue. Il avait pris un sacré coup de vieux. Sa femme aussi était méconnaissable. On eût dit 2 petits vieux au bord de la mort. Le chagrin les avait dévastés. C'était déjà un miracle qu'ils aient survécu à la mort de leur fille et à la disparition de leur fils. Et c'était d'autant plus remarquable qu'ils n'avaient pas déménagé. En lieu et place du local, on avait fait ériger une stèle commémorative. Ces temps-ci, un inconnu rôdait près du cimetière. Certains disaient l'avoir vu prier sur la tombe de Fred Donnard. Sa présence incommodait pas mal de monde. Alors le père Perrault est allé le voir. L'homme portait des haillons. Il avait les chaussures trouées et il sentait fort. Sans doute ne s'était-il pas douché depuis des mois. « Monsieur, vous avez besoin d'aide ?» L'inconnu ne dit rien. On ne voyait pas son visage, recouvert d'une barbe de 100 jours et de cheveux longs et crasseux. Il restait agenouillé tout le jour sur la tombe de Fred. À côté de cette tombe, celle de la mère Donnard, qui s'était donné la mort dans sa grange. Un coup de fusil sous le menton. « Vous m'entendez ?» Le père Perrault n'ajouta rien. L'homme venait de passer sa main sur la stèle. Le soleil se reflétait sur le bracelet en or qu'il portait au poignet, et qui contrastait avec son habit insalubre. L'homme d'église sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il recula. « Bonjour, mon père », dit une voix familière. Il se retourna et vit les parents de Madeleine longer le muret en pierre. Mais en voyant l'inconnu, ils s'arrêtèrent et en furent indisposés. C'était la 3e fois qu'ils reportaient leur visite. « Vous devriez revenir plus tard », dit le père qui les rejoignit. Il voulait leur épargner la vue du bracelet et ses souvenirs douloureux. Depuis, tous les habitants de Fauteuil s'étaient fait à l'idée que des événements paranormaux avaient eu lieu. Certains allaient même jusqu'à dire que le diable en personne y avait élu domicile un temps. « Ne vous inquiétez pas, je vais dire à ce vagabond de partir. Allez m'attendre à l'église, je n'en aurai pas pour longtemps. » Il rechigna un peu, puis on les vit s'éloigner sur la route de terre en se tenant le coude. Il ressentit un peu de pitié en les voyant ainsi. Puis, il entendit un hennissement derrière lui et se retourna. Là, un cheval noir et robuste dégageait une abondante fumée de ses naseaux, mais aussi de sa peau. Un cavalier en capuchon portait un registre entrouvert. Perrault ne l'avait pas vu arriver. On eût dit la mort en personne. « Qui êtes-vous » parvint-il à dire. Mais l'homme, dont on n'apercevait qu'une barbe et un nez fin, se contenta de rayer une ligne dans son registre. Fred Donnard. Bracelet d'Aphrodite. L'homme au haillon parut se réveiller d'un long sommeil. Il posa un regard halluciné sur les tombes. Tout lui parut étrange, comme s'il avait dormi toute sa vie. « Qu'est-ce que je fais là ?» dit l'homme pris de panique. « Qui êtes-vous ? Et vous ?» Le cavalier mystérieux se contenta de tendre la main pour récupérer le bracelet en or. Le vagabond lui donna sans protester, la bouche entr'ouverte et le regard hagard. Il était dans l'attente d'une réponse. Alors le cavalier retira son capuchon. Son œil délavé et ses joues creusées étaient rebutants et familiers à la fois. « Père Perrault, dit-il, accueillez ce pauvre homme quelques jours. Il a fait un long chemin pour venir jusqu'ici. » Et sans attendre de réponse, il donna des coups de talon à son cheval. On le vit s'éloigner dans l'allée centrale bordée de tombes en ruine. « Attends, Isma, est-ce toi ?» Le cavalier s'arrêta
et détourna légèrement la tête. Isma est mort il y a longtemps, mon père. Le cavalier s'éloigna sous les yeux effarés du prêtre et du vagabond. Il était pressé, il fallait qu'il ouvre un magasin d'antiquités, mais pas à fauter. Pas à fauter. Le père Perrault s'élança comme il put pour le rattraper. Il voulait en avoir le cœur net. Il arriva au bout de l'allée, essoufflé, posa une main sur le muret couvert de mousse et regarda à l'horizon. Il le vit disparaître, lui et son cheval, dans le vent qui soulevait la poussière et battait la campagne.